La TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. La nouvelle campagne d'achat de maïs est lancée. L'ANSAT a commencé en achetant à Begbe, dans le Zio, 50 tonnes de maïs auprès d'une coopérative. On en parlera en début de ce journal. Et puis l'opération d'électrification des établissements scolaires par les forces armées togolaises a pris fin hier. La dernière étape est le CEG Chamonga dans la préfecture de Loti Sud et celle du CEG Papré dans la préfecture du Pendja. Nous aurons la correspondance de notre correspondant local, Chaznam Baga, et nous parlerons également de la sortie littéraire aux éditions Audi, 3 œuvres touchant au théâtre. Nous en parlerons donc vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le plan national de développement expliqué aux producteurs agricoles de la préfecture de Zio. Le PND, conçu dans l'ambition d'éradiquer l'extrême pauvreté du Togo et faire définitivement émerger le pays. L'agriculture en occupe exclusivement l'axe 2 et l'Agence nationale de la sécurité alimentaire a compris que tout comme dans sa conception, il faut impliquer les acteurs dans sa mise en œuvre, les acteurs de terrain et les populations pour sa mise en œuvre réussie. On voit cela avec Yata Aratem. L'axe 2 du plan national de développement PND est consacré au développement agricole et industriel, tourné vers l'exportation et la satisfaction de la demande locale. Il est constitué de 5 piliers, entre autres la transformation des phosphates en engrais, la création du parc industriel d'Aditi-Kopé et l'agropole de Vosio. Une opportunité d'emploi pour la jeunesse et les femmes présentée ici aux producteurs de la préfecture de Zio. Nous étions ignorants de ce PND et chacun ne pensait pas qu'il y avait un bien-être que le chef de l'État a en vue pour tous les producteurs au Togo. C'est un grand défi. Quand nous travaillons, c'est pour notre bien-être. C'est pour nous aider à sortir de la pauvreté. Et donc chacun doit s'y mettre. Lorsque nous sommes aujourd'hui venus écouter ceci, ça nous donne encore plus de force, plus de vision à continuer dans nos travaux champêtres. Nous nous réjouissons parce que chaque citoyen se trouve dedans, partant de l'agriculteur jusqu'au fonctionnaire, tout le monde se retrouve dans les PND. Le gouvernement, à travers ce programme quinquennal, veut moderniser le secteur agricole et rehausser ainsi la contribution du secteur au PIB national estimé à 40%. On a fait le choix de la préfecture de Zio, où nous avons regroupé dans la salle les responsables des fêtières et organisations paysannes pour présenter le plan national de développement que le chef de l'État a initié en 2018 pour définir ensemble les angles autour desquels les paysans de la préfecture devaient se mobiliser pour atteindre ou réaliser ou contribuer à réaliser les objectifs de ce nouveau référentiel qui va redynamiser le tissu social et économique de notre pays. Aujourd'hui, les paysans de la préfecture de Zio veulent s'organiser en une grande structure pour pouvoir porter les excédents qu'ils ont au niveau de la préfecture au niveau national de façon à permettre aux 2 unités de transformation d'avoir la matière première et pour inonder les marchés avec les produits finis qui auront l'avantage de relever la valeur ajoutée du maïs. L'agriculture togolaise occupe près de 105% de la population active pour une superficie cultivable évaluée à 3,6 millions d'hectares, soit 60% de la superficie globale du pays, dont 41% sont emblavés. Et l'ANSAT toujours a lancé sa nouvelle campagne d'achat de maïs sur l'ensemble du territoire. Je vous en parlais dans les titres. Ce samedi, toujours à Zio, mais à Begbe. 50 tonnes de maïs ont été achetées auprès de la coopérative Tiboufit. Et parallèlement, l'agence a donné des astuces de financement aux producteurs. De nouveau, nous retrouverons Yata Aratem.
L'acte posé officialise l'achat de 50 tonnes de maïs ici à Bégbé, dans le canton d'Abelouvé, par l'Agence nationale de la sécurité alimentaire ANSAT. D'une valeur de 8 millions de francs CFA, le céréal acheté vient renforcer le stock de sécurité et surtout permettre aux producteurs de jouir de leur labeur. Franchement, nous sommes ravis parce que ça fait de cela 3 ans que l'enceinte est en train de nous accompagner dans ce que nous faisons. Et comme vous le constatez ici, entre-temps, nous produisons beaucoup et en qualité, mais à vrai dire, on se retrouve encore à zéro parce que les femmes venaient ici ramasser tout, mais on se retrouve encore à zéro, endettés encore. Mais depuis l'arrivée de l'ANSAT, nous avons remarqué que, franchement dit, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot parce que nous arrivons à satisfaire nos besoins. Nos enfants vont à l'école, nous-mêmes, on se fait des salaires. Nous sommes contents. 30 tonnes là, si l'État pouvait encore faire encore beaucoup de choses, on allait augmenter. Sinon, chez nous ici, il y a encore du maïs. L'ANSAT lance ainsi l'achat de la nouvelle campagne 2020-2021 avec de nouvelles modalités. Le Togo est structurellement excédentaire en matière de production de céréales ou de produits vivriers. Et ça pose le problème d'écoulement des excédents. Nous avons déjà sur le territoire 2 grandes usines de transformation de maïs. Nous allons accompagner, appuyer les paysans pour qu'ils prennent la place qui est la leur au sein du PND. Ils vont structurer le marché local. Ils ont cette latitude de constituer des points de distribution partant des villes jusque dans les hameaux. Le tout premier acquis, c'est de faire des regroupements de stock. Et vous avez remarqué que c'est plusieurs coopératives qui ont leurs produits dans les magasins qu'eux-mêmes ils ont construits. Et c'est l'occasion pour nous de dire et de rassurer le chef canton que nous allons travailler en relation avec notre département pour voir dans quelle mesure construire un magasin de stockage. L'engagement du gouvernement à travers cette opération est de soutenir les paysans dans leur dynamique de production pour accroître leur rendement, améliorer leurs revenus pour ainsi favoriser leur plein épanouissement. Et nous restons dans la même préfecture à Zio. Djagblé présente un nouveau visage depuis quelques mois. Des pistes rurales tracées, des travaux d'assainissement effectués et autres ouvrages publics réalisés. Et l'emblavement de 340 hectares attendant la culture du riz, juste en 2 ans de vie du projet d'aménagement de cette plaine rurale. Nous avons choisi de vous présenter ce soir le nouveau visage de la plaine de Djagblé dans ce dossier de Ulrich Amega et Eli Agbanyadao. Il y a encore quelques mois, l'accès à ces voies était un véritable parcours de combattants. Le projet de développement rural de la plaine de Djagblé, PDRD, apporte progressivement une métamorphose dans cette zone. 2 ans après le lancement des travaux par le chef de l'État, la localité présente désormais un nouveau visage. Des pistes rurales, des châteaux d'eau, des bâtiments scolaires ainsi qu'un centre médico-social ont été réalisés pour le grand bonheur des populations. Nous étions ici, on a un problème de bâtiments. Nos bâtiments sont débraillés, les enfants sont assis 3, 4 à 5 par banc. Le travail est un peu difficile pour nous et maintenant ce projet nous a tellement aidé en nous donnant 2 bâtiments avec les tables bancs. Donc pour ceci, on tient à remercier le PDRD, les autorités qui ont accordé que ce bâtiment soit érigé dans cet établissement. Ça nous fait ça nous donne beaucoup de joie parce que vraiment nous n'avons jamais cru que des choses comme ça peuvent se réaliser dans ce domaine-là. Et puis nous savons qu'ils ont pris de l'argent pour faire un travail déterminé, mais s'ils doivent arriver jusque-là, cela veut dire que c'est vraiment quelque chose que nous devons admirer. Sur le site, maçons et ferrailleurs sont à pied d'œuvre. Les travaux d'assainissement et d'aménagement hydro-agricole avancent considérablement. Ici, c'est tout un système qui est mis en place pour non seulement permettre la circulation de l'eau en vue de l'irrigation du riz sur cette aire, mais aussi mettre les populations à l'abri des inondations. Nous avons un périmètre risicole
de 340 hectares irrigués de façon gravitaire. De façon gravitaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une énergie pour pomper l'eau qu'on enverra sur le périmètre. Pour avoir de l'eau suffisante pour cette irrigation gravitaire, on a prévu une retenue d'eau tampon qui va garder un volume d'eau de 313 000 m3. Pour ce faire, on a une digue frontale et 2 digues latérales. Sur la digue frontale, il est prévu un déversoir pour protéger la digue frontale. Maintenant, pour protéger les habitations, on a prévu les deux digues latérales. Pour l'irrigation, on a un canal primaire en béton armé de 3940 mètres linéaires avec un canot secondaire. Pour évacuer les eaux non utilisées du périmètre, on a prévu un réseau de drainage composé des drains qui évacuent les eaux non utilisées et les eaux de surplus vers le fleuve Zion. À environ 15 km de là, les baies, dans le canton d'Abobo. La réhabilitation de cette unité de soins périphériques a été rendue possible par le PDRD. Non loin de là, Abolavé qui lui a bénéficié de ce bâtiment scolaire. Je me sens très ravi de l'idée que le projet là a eu d'implanter ce bâtiment ici. D'abord, il y a des élèves encore à 3-4 km d'ici qui vont au CEG, dans le grand CEG, qui a aujourd'hui un effectif allant à 2000. Donc ce bâtiment qui est implanté ici est une idée très géniale pour désengorger d'abord le grand CEG et ensuite pour favoriser la proximité de la scolarisation. À ce jour, c'est une note de satisfaction générale. Tout se déroule conformément au cahier de charges. Les grands travaux, au nombre de 5, 4 ont déjà fait l'objet de réception provisoire, d'autres même de réception définitive, et il y a un seul qui est toujours en cours. Donc pour dire que au jour d'aujourd'hui, le projet a atteint un taux d'exécution de 80%. On a construit environ 21 km de pistes, 21 km linéaires de pistes avec tout ce qu'il y a comme voie d'assainissement et ouvrages de franchissement. Je veux parler des caniveaux, des dallos et autres sur 21 km de pistes qui sont également réceptionnés. Et il y a les bassins piscicoles qu'on doit également construire. On aura 6 unités piscicoles pour 8 bassins, ce qui nous fait 48 bassins qu'on doit construire. Encore quelques mois et le projet sera exécuté à 100%. Il devra contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays, à améliorer les conditions de vie des populations de la localité et de ses environs. Et d'un projet à un autre, d'une contrée à une autre, rendons-nous dans les savanes, dans le contexte du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement dans les cantons de Naki-Est et Ogaro. Là, pour renforcer la culture de redevabilité entre les communautés de base et les services publics, l'on y a instauré des journées d'interpellation citoyenne. C'était la 2e édition. Qu'est-ce qui s'y est dit? Suivant ce reportage de Chazenam Baga. Véritable cadre d'échange et de concertation entre les communautés à la base et les structures étatiques en charge de l'eau et de l'assainissement, cette journée d'interpellation citoyenne ici à Naki-Est, dans la préfecture de Pendial-Ouest, vise à renforcer la culture de redevabilité autour des questions liées à l'eau et à l'assainissement. C'est une activité qui s'inscrit dans le contexte du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. Pour cette 2e édition qui se tient quasiment à la fin du projet, les assises se sont focalisées sur le bilan des réalisations. Le projet a travaillé sur 4 résultats principaux. Le premier résultat qui vise la gouvernance, nous avons eu à mettre en place 2 commissions cantonales d'eau et d'assainissement qui sont fonctionnelles. Et au niveau village, nous avons eu à mettre en place 47 associations des usagers des services d'eau potable et d'assainissement. Le projet a formé 2 artisans réparateurs et équipé également ces derniers. Par rapport à l'accès à l'eau potable, le projet a eu à réaliser 7 nouveaux forages, réhabiliter 27 anciens forages et
et former également les artisans réparateurs dans ce sens. Au niveau de l'assainissement, il est question d'appuyer les communautés à réaliser des ouvrages d'assainissement qui sont au nombre de 3. Il s'agit des latrines sans plate à Buse où nous avons réalisé 1757. En ce jour, nous sommes à 53%. Et les latrines Écosan où le projet a réalisé 150. Et des puisards, nous aurons à réaliser 400 puisards. Globalement, nous sommes satisfaits des réalisations de ce projet. Même exercice également à Ogaro, l'autre localité de la préfecture de Pendial-Ouest, bénéficiaire du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. Partout, les bénéficiaires soulignent avec satisfaction l'impact du projet dans leur vécu quotidien. On a vu l'utilité, l'importance des toilettes et de l'eau. Donc pour mieux vivre et être en bonne santé, il faut boire de l'eau potable et vivre dans un environnement sain. Donc pour cela, dans le canton d'Ogaro, dans toutes les maisons, on a pu construire des latrines et les anciens forages ont été réhabilités et nous utilisons de l'eau potable. Et on a constaté qu'il y a une nette diminution de maladies dans notre communauté. Au niveau de l'assainissement, il reste encore quelques ouvrages à réaliser. Voilà pourquoi les partenaires que sont l'Union européenne et Self-Help Africa ont décidé de prolonger le projet de 6 mois. Les meilleures communautés et écoles qui se sont distinguées par la propreté et l'entretien de leurs points d'eau, l'utilisation des latrines et l'entretien des places publiques sont primés pour les encourager à faire davantage. Et on reste dans la zone, toujours avec notre correspondant local. L'opération d'électrification des établissements scolaires par les forces armées togolaises a pris fin vendredi. La dernière étape était le CEG Tchamonga dans la préfecture de Loti Sud, après celle du CEG Papri dans la préfecture du Pendial Ouest. Cette électrification, vous le savez, s'inscrit dans le contexte des actions civilo-militaires de l'opération Kundouaré, ce rempart militaire préventif qui vise à empêcher l'entrée et l'arrivée des djihadistes au Togo. Compte rendu de la remise officielle des installations Tchaznam Pega. Le kit solaire offert par les forces armées togolaises au CEG de Papri dans la préfecture de Pendial-Ouest est composé de 2 plaques de 100 watts chacune, d'une batterie et d'un convertisseur de tension. L'installation permet d'éclairer l'ensemble de l'établissement. Une aubaine pour les élèves qui veulent améliorer leur performance scolaire. Maintenant, on a eu l'énergie. Nous sommes contents. Désormais, nous allons étudier sous la lumière pour réussir nombreuses à la fin de l'année. Nous, les élèves du CEG Papri, nous sommes contents de ce cadeau qu'ils nous ont fait. Nous remercions beaucoup les forces armées. Avec l'électrification de l'établissement, nos résultats seront meilleurs à la fin de l'année. Le CEG Papri n'est pas fréquenté par les Togolais seulement. Il y a aussi les voisins, les élèves burkinabés, qui, pour des raisons que nous connaissons tous, ont dû quitter leur pays pour venir fréquenter au CEG Papri au Togo. Et ceci grâce à la paix. Au CEG Tchamonga, dans la préfecture de Loti Sud, les mêmes installations sont gracieusement offertes par les forces armées togolaises. Ici, désormais, l'obscurité de la nuit n'est plus un frein aux études. Maintenant, avec cette lumière, nous allons bien apprendre nos leçons, traiter bien nos exercices de maison. Cela nous permettra à la fin de l'année pour améliorer nos taux de réussite. Nous promettons que nous allons vraiment bien sauvegarder ces installations pour les générations futures. Nous profitons donc de cette occasion pour remercier sincèrement le chef de l'armée togolaise. Avec ce geste, les forces armées togolaises veulent accompagner la politique du chef de l'État, Faure Essosmana Zingbe, dans l'amélioration des conditions d'études des élèves. C'est aussi une manière pour la Grande Muette d'exprimer sa proximité avec les populations riveraines de l'opération Kundouaré. Au total, 20 écoles ont bénéficié de ce joyau recommandé par le chef des armées. Nous leur avons réitéré notre ferme volonté et notre détermination à assurer la sécurité dans notre zone de responsabilité pour que chacune puisse vaquer librement aux occupations
et à leurs activités économiques pour un développement durable. En retour, nous leur avons demandé de rester toujours à nos côtés, de collaborer efficacement avec les forces qui sont donc dans cette zone de responsabilité et renforcer nos rapports et nos liens afin de booster hors donc, de nos frontières toute menace qui tenterait de se présenter. Les forces armées togolaises rassurent. D'autres actions civilo-militaires d'envergure sont prévues dans le contexte de l'opération Koundiouaré. Un dispositif préventif mis en place. Ah ouais, toutes nos excuses pour ce sujet que nous pourrons suivre toutes en intégralité peut-être dans nos prochaines éditions. Et de retour à Lomé, l'on cherche de meilleurs résultats pour toutes les initiatives, pour toutes les actions prises par les femmes. La communauté Jeunes Femmes Leaders a organisé une conférence samedi, conférence sur le leadership entrepreneurial des femmes. On a parlé de la dimension spirituelle de la réussite entrepreneuriale, s'agissant d'amener les jeunes à être positifs et déterminés devant toute action à mener. Précision, Medina Salami. L'autonomisation de la jeunesse togolaise en général et des jeunes femmes en particulier, c'est le souci majeur de ces jeunes membres de la communauté des jeunes femmes leaders. Élèves, étudiants, entrepreneurs, ils se forment ici sur le leadership entrepreneurial. La dimension spirituelle de la réussite entrepreneuriale est le thème de cette conférence. Le spirituel a un lien avec le mental. Alors, le mental, c'est notre intellect, c'est l'état d'esprit que nous avons pour prendre des décisions, pour supporter les obstacles, pour aller dans le secret et innover afin de faire la différence. Tout est dans la tête. L'échec, c'est dans la tête, la réussite dans la tête. Dieu qui a créé l'humanité n'a pas créé de l'inégalité. Non, ceux qui réussissent, c'est parce qu'arrivé à un moment, ils ont pris la décision d'aller dans le secret de Dieu, d'innover. L'impact de cette rencontre, c'est qu'au niveau de la jeunesse, il y a un grand changement, qu'il y a une prise de conscience. Il faut oser agir. Et là, le gouvernement se dira, ah, il y a une jeunesse qui est active. Et là, on peut les accompagner. Déjà, dans l'AS 3 du PND, la vision, c'est l'autonomisation de la femme. Avec moi, ce mandat de jeune femme leader, je veux amener la jeunesse féminine à comprendre qu'en tant que femme, nous pouvons prendre des décisions, nous pouvons impacter positivement. Devenir une personne d'influence, le plan de réussite annuel, la formation scolaire sont autant de sujets abordés. Une véritable orientation et une clé de réussite pour les participants qui sont pour la plupart encore sur les bancs d'école. Avec l'histoire de la... Et pour poursuivre ce journal, 16 échanges entre la Direction nationale de la formation civique et les jeunes et femmes de la préfecture de Tchaoudjo. Les débats ici ont tourné autour des valeurs civiques et citoyennes et la culture de la paix. J'y arrive. On en parle avec Désiré Aloy. Le Togo vit une période électorale, période sensible. Ici et là, des associations, des mouvements, des institutions et le gouvernement s'investissent pour une élection apaisée. La direction de la formation civique au contact des associations et mouvements dans la préfecture de Tchaoudjo pour une sensibilisation sur la thématique de la paix, valeur essentielle pour un meilleur vivre ensemble favorable à toute action de développement. On comprend le rôle important que peut jouer une femme quand il est question de donner des conseils, quand il est question d'éduquer à la culture de la paix. Pourquoi les jeunes? Les jeunes aussi, c'est une proportion très importante. La population togolaise est constituée par près de 60% de jeunes. Et c'est les jeunes qui sont au devant de toutes les manifestations. On ne peut pas parler de paix sans penser aux jeunes. Donc c'est eux qui sont la sève vivifiante des partis politiques. C'est eux aussi qui sont au devant de toutes les autres manifestations. Donc il était important en cette période-là de les rassembler et de leur rappeler les valeurs cardinales qu'ils doivent cultiver
et les comportements qu'ils doivent adopter en période électorale. La promotion et l'enracinement de la paix est un engagement. On a su noter que la paix n'est pas forcément un mot, mais plutôt un comportement. On nous a dit d'être assidus, d'être corrects, de ne pas créer la violence parce qu'au Togo, il y a des institutions fortes. Après les élections, ils sont prêts pour délibérer les résultats. Ça va que lorsque le pays prend feu, nous tous, nous ne sortirons pas. Ça va dans l'intérêt de la jeunesse de Tchaoudjo. On nous a appris notamment ce que c'est que les valeurs citoyennes et civiques, ce que c'est que le patriotisme, le respect des lois, comment se comporter en période électorale pour éviter les violences. Et je crois sincèrement que c'est une bonne chose et que ça nous évitera de tomber dans les violences que la préfecture a souvent connues. On ira partager ça avec nos frères et sœurs, nos mamans, nos parents. Nous avons besoin de la paix. Si nous la perdons, nous perdons tout. Les réseaux sociaux, le respect du cadre légal pour les élections, entre autres thèmes développés. Le préfet de Tchaoudjo a appelé tous les acteurs à approfondir les débats et prendre de bonnes résolutions à disséminer afin de faire dos aux violences de toutes sortes et construire le Togo dans la paix et le développement. Et cette cérémonie de remise d'attestation de fonds de formation à de jeunes étudiants, ils sont issus de centres de formation mis en place par l'ONG AMEPT, Association Mieux-être pour tous. Ils sont désormais aptes à mettre leurs connaissances acquises au service du développement. Objectif, réduire le chômage et la pauvreté au Togo. On voit cela avec Kwasi Glé et Sandra Aziagbe. Une journée pas comme les autres pour ces étudiants. Ce jour marque la fin heureuse de leur parcours au centre Association Mieux-être pour tous. Un parcours sanctionné par cette cérémonie de remise d'attestation. Ils ont bénéficié d'une formation professionnelle gratuite financée par AMEPT dans des filières comme assistant de direction, transit, transport logistique et l'entrepreneuriat entre autres. Plein de sentiments, plein d'émotions. Je vous prierai de choisir l'ONG AMEPT pour poursuivre vos rêves et faire quelque chose dans la vie. Il s'est fait quelque chose grâce à l'ONG AMEPT. Une fierté pour le fondateur du centre et qui reste confiant de ses 443 produits sur le marché de l'emploi. Ils ont reçu une formation de qualité et je suis sûr que partout où ils seront appelés à exercer, les employeurs trouveront satisfaction. Partout où je vais, je rencontre mes étudiants qui donnent vraiment un travail formidable pour le pays, donc le bilan est très positif. Je sais également qu'il y a beaucoup qui ont cette même vocation. Alors je n'hésite pas à leur dire de venir pour qu'ensemble nous sauvons notre jeunesse orpheline et démunie. L'ONG de développement AMEPT est créée en 1999. Son activité principale est l'agriculture. Elle dispose d'un centre de formation agricole à Badja, reconnu par l'État, où les jeunes sortent techniciens agricoles gratuitement. Elle œuvre dans le social en prenant en charge ces centres aussi orphelins et démunis. Et les chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine qui se réunissent aujourd'hui et demain, 9 et 10 février à Addis Abeba. C'est pour le 33e sommet de l'organisation. Une rencontre de haut niveau qui est dominée par des questions sécuritaires sur le continent. La Libye, le Sud-Soudan, le Sahel entre autres. L'UA entend faire taire les armes sur le continent pour un développement humain durable. Mais aura-t-elle les coudées franches pour y parvenir? Augustin Kossi, décryptage. Un sommet dominé par des conflits armés. La Libye, le Sahel, le Soudan du Sud ou encore la Centrafrique. Au-delà des points chauds, l'Union africaine a choisi un thème tout aussi sensible. Faire taire les armes et créer des conditions propices au développement du continent. Une utopie ou un engagement sérieux. Ce thème a le mérite de mettre un coup de projecteur sur une question cruciale. Où en est-on pour le projet de financement des opérations de soutien à la paix du Conseil de paix et de sécurité? Vraisemblablement, le projet semble quelque peu en stand-by. Mais comment y parvenir? En Libye,
Aujourd'hui, l'Union africaine prône un dialogue interlibyen et un cessez-le-feu qu'elle pourra contribuer à maintenir. Alors que les Russes et les Turcs se sont dernièrement imposés comme acteurs principaux dans la crise libyenne, les Nations Unies et la France sont en perte de vitesse. L'Union africaine parviendra-t-elle à obtenir de l'ONU un médiateur conjoint des deux organisations? Pour l'heure, la situation sécuritaire en Libye s'enlise. Les forces de l'homme fort de l'Est, le maréchal Haftar et celles de Al-Sarraj se livrent une guerre sans merci. Conséquence, une instabilité totale qui nourrit la situation sécuritaire au Sahel. L'Afrique n'est pas que spectatrice dans ce dossier explosif. Chaque État apporte son soutien à l'un des deux belligérants. L'Union africaine a donc de bonnes raisons à faire entendre sa voix dans cette crise. Autre enjeu important du sommet, la mise en œuvre progressive de la ligne de libre-échange continentale, les questions à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, le rapport sur l'agenda 2063, les réalités urbaines de l'Afrique, la transition énergétique et la sécurité alimentaire, la nutrition en Afrique et sa contribution au maintien de la paix, des sujets également à l'ordre du jour. Ce sera donc un engagement des chefs d'État et de gouvernement à faire de la paix et du développement du continent une réalité pour le peuple africain. Et littérature pour boucler ce journal, de nouvelles parutions chez les éditions Aoudi. C'est le genre théâtral qui s'enrichit de 3 pièces écrites d'auteurs togolais, 14 pas 11 de Marlène Douti, L'autre bord de Jean Conchébé et Un pas avant de Difa Galé. Amour, immigration clandestine et autres encore, ce sont les thématiques abordées. Compte rendu de la dédicace d'ensemble avec Medina Salami. Je ne sais pas. C'est l'histoire de Nestor, cadre de l'administration qui, après avoir détourné l'argent public, prend la route de l'immigration avec son ami Jonas. Perdu dans un désert, Jonas découvre les ossements de son frère Max, porté disparu, et décide de rebousser chemin. Un pas avant, c'est le titre de cette pièce de théâtre qui traite de la migration clandestine. Que ces deux personnages, à un moment, ils se sont dit que ma construction, c'est ailleurs, par exemple. C'est ce qui les pousse à sortir. Il y a aussi les thématiques de la famille. Et dans la pièce, vous allez voir comment la famille est soudée. Genre, malgré les situations de vie difficiles, comment les gens sont soudés, comment ils s'entraident, comment quand il y a un décès même, c'est tout le village qui se réunit, on laisse le champ, on laisse ceci pour venir rendre hommage aux morts. Dans cette deuxième pièce de théâtre titrée 14 pas 11, Marlène Douti met en scène 3 personnages victimes du concubinage. Après 15 ans de mariage, le couple décide enfin de discuter de sa vie sexuelle. C'est une pièce qui, je peux dire, est issue d'un ensemble de tout ça, de toutes ces origines d'inspiration, parce que j'ai remarqué que dans la société, les liens ne sont plus vrais, les liens ne sont plus sincères, on se trompe beaucoup, on se ment beaucoup, on fait semblant d'être ensemble alors qu'au fond de nous, en général, c'est autre chose qui se passe. Et pour moi, la communication dans le couple est l'une des causes de divorce. Je dirais même que, d'après moi, c'est la première cause de divorce. Il y a beaucoup de malentendus qu'on laisse perdurer et qui, après, deviennent des fléaux qui gangrènent les couples. L'autre bord de Jean Kantiaté expose le drame d'une famille de 5 personnes déchirées par plusieurs maux sociaux. Dans une famille, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième chose, dans un pays, quand il y a des problèmes, et qu'on a envie de sortir, et de revendiquer, de faire des choses, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà les deux choses. Et je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai laissé mes personnages s'exprimer. Ce n'est pas une œuvre politique, c'est une œuvre littéraire, sociale. Éditées chez Aoudi, ces 3 pièces de théâtre ont déjà fait objet de spectacles appréciés par le public. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, rendez-vous avec Yata Aratem pour la dernière édition de ce jour. À très bientôt sur la TVT. Bonsoir chez vous.